Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Je suis très heureux de partager avec vous dans cette émission spéciale cette passion vivante qui est le sport. Et quand on dit sport, on dit santé. Notre sujet aujourd'hui est spécial. C'est une réalité qui relève d'une discipline sportive qui est le boccia, qui est pratiqué en général par les personnes vivant avec une paralysie cérébrale. Notre invitée aujourd'hui ne vit pas avec une paralysie cérébrale, mais elle vit les actions et les réactions d'une personne au niveau de ses muscles. Mais par contre, elle est pleine de jeunesse, de succès et surtout d'une grande résilience. Elle est une de nos championnes de boccia au Québec qui a réussi à créer une nouvelle dimension responsable dans sa vie dans le cadre de ses études. Sans plus tarder, il me fait d'accueillir avec un grand plaisir une de nos championnes de boccia et j'ai nommé Fatima Zahra Abdelrahman. Bonjour Fatima, comment vas-tu? Bonjour Joseph, ça va super bien et vous? Ben, je suis très content et très heureux de partager cette émission avec toi. Je sais que j'ai appris que tu as 20 ans. Par contre, à l'âge de 21 mois, tu reçois un diagnostic sans le connaître et sans le savoir d'une maladie neurologique qui provoque des détériorations progressives dans tous les muscles de ton corps. Et cette maladie s'appelle amyotrophie. Il y a différents types. Maintenant, pour commencer avec toi, je te demande de nous mettre la table, de nous parler au départ de ta jeunesse et ensuite de ta maladie et on t'écoute. Ok. Donc, comme vous l'avez mentionné, on m'a diagnostiqué à l'âge de 21 mois à peu près la maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale de type 2. Donc, globalement, sans vouloir trop te répéter, c'est vraiment une maladie neurologique, mais également génétique. Qui provoque une détériorisation progressive de tous les muscles de mon corps. Donc, ça fait en sorte que je n'ai jamais pu marcher de toute ma vie. Donc, c'est vraiment une maladie qui peut être vue en quelque sorte, puisqu'il y a certaines choses dès l'enfance que je ne pouvais pas faire, que ce soit par rapport à un manque d'équilibre, à certains mouvements que mes parents ont pu percevoir, que je ne faisais pas comme tous les autres enfants. Donc, c'est ça. Donc, c'est une maladie qui m'a été diagnostiquée. Mais je dirais que malgré ça, et plutôt avec ça, je me suis développée comme une enfant normale dans toutes les autres sphères de ma vie. Donc, je dois aussi ça à mes parents parce que j'ai grandi avec une famille qui voyait ma condition plutôt comme une force qu'une faiblesse. Donc, on m'a toujours encouragée à toujours viser plus haut, à ne jamais me limiter, donc jamais laisser ma maladie, mon handicap me définir. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, dans cette belle introduction, que le rôle des parents était prioritaire, qui t'a donné ce pouvoir d'accepter cette maladie et de la dépasser de loin. Mais en plus de ça, j'espère, et je leur annonce probablement une nouvelle aujourd'hui, avec la nouvelle science, avec tout ce qui se passe actuellement, il y aura un pouvoir majeur, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle ou autre, qui vont faire un rôle ou jouer un rôle important au niveau du corps. Est-ce que le rôle des parents était primordial pour que tu puisses atteindre ce que tu es aujourd'hui? Ah oui, et je le répéterai 100 fois si nécessaire. Sans mes parents, je n'aurais pas été capable d'être là aujourd'hui parce qu'ils ont été d'un support inimaginable. Donc, c'est grâce à eux, grâce également à leur persévérance que je peux aujourd'hui dire que je suis rendue
à l'université, athlète de PCA, toutes ces choses que j'ai réussi à accomplir. Donc, c'est vraiment mes piliers qui sont toujours derrière moi et qui vraiment me supportent au quotidien dans toutes les diverses tâches que j'ai dans ma vie. C'est excellent, c'est excellent. C'est ça la belle famille. On va aller maintenant, pour continuer un petit peu, toujours dans le même sens, dans le même sujet, avec le début de notre conversation. Fatima, ce que je vois, ce que je pense, que l'innocence, dans le bon sens du mot, est une caractéristique fondamentale de l'enfance. Les enfants voient le monde avec des yeux émerveillés, dépourvus de tout ce qu'on appelle des préjugés ou d'expériences passées. C'est cette pureté qui leur permet d'explorer librement et de développer leur curiosité d'une façon naturelle. C'est ça la beauté de l'enfance. Mais comment c'était la réaction et à quel âge ta réaction à toi, le moment où tu avais appris que tu vis la vie durant avec la myotrophie? Je dirais que en général, les personnes ayant divers handicaps physiques vont être davantage matures. Donc, on vit dès le jeune âge des difficultés et ça nous provoque une certaine maturité. Donc, j'ai compris très tôt que j'étais différente. Et ça se voyait également par la réaction de mes pairs par rapport à moi. Donc, moi, aujourd'hui, avec du recul, j'arrive à dire que c'était de la méconnaissance. Donc, les gens plus jeunes, les enfants, peut-être n'avaient jamais côtoyé de personnes qui, comme moi, avaient un fauteuil roulant. Donc, il y avait certaines réactions qui faisaient de Oui. la peine. Donc, on peut le dire ça comme ça. Donc, on sent très jeune qu'on n'est pas comme les autres. Mais aujourd'hui, ayant 20 ans, je pense que je trouve très important de sensibiliser dès le jeune âge ce qu'est la différence. Donc, que ce soit une personne en fauteuil roulant, une personne qui n'a pas de bras, une personne itinérante aussi. Donc, on est toutes différents. Donc, c'est sûr que je dirais que l'enfance a été compliquée, mais on est, en tant que personne, on se doit d'expliquer la différence. Mais tu as ressenti vraiment à quel âge cette action et de quelle façon tu as réagi à ton état naturel que tu vis actuellement? C'est à quel âge exactement? Euh, Moi, je suis vraiment née avec cette maladie. Donc, j'ai toujours trouvé ça normal de ne pas marcher, d'avoir besoin d'aide pour faire X tâches. Mais c'est vraiment à travers le regard des autres que j'ai senti Eh cette bien. maladie que je porte. Donc moi, si on me demande qui je suis, je ne vais pas nécessairement me décrire avec ma maladie. Donc Hmm. pour moi, elle me compose, elle fait partie de moi. Mais c'est vraiment à travers les personnes qui ne vivent pas mes difficultés que j'ai senti que, ah oui, c'est vrai, Fatima, tu es différente des autres, tu as cette maladie. Mais en soi, pour moi, si je le sens pas à travers l'autre, je le sens pas quotidiennement, on va dire. Excellent, excellent. Donc, ce que j'ai bien compris tout à l'heure de ce que tu nous disais, que les parents étaient présents pour te seconder positivement en voyant que ta condition comme une force plutôt qu'une sorte de faiblesse ou autre. Et ce message n'est pas rentré, à mon avis, dans les oreilles d'une personne sourde. Fatima était au rendez-vous pour répondre à ce message avec une résilience inégalée. Aujourd'hui, tu disais aussi, tu termines ta deuxième année de bac en psychologie. Donc, ma question, elle est très simple. D'ailleurs, c'est mes félicitations au départ. Deuxièmement, que s'est-il passé dans cette période et pourquoi tu as choisi la psychologie que la médecine? On t'écoute. En fait, je n'ai jamais vraiment pensé
aller en médecine. Donc moi, c'était vraiment très clair que ça allait être la psychologie. Et puis moi, ça a vraiment été à partir d'un élément déclencheur. Donc je devais avoir 13 ans, 14 à peu près. Et puis, on sait tous que l'adolescence est une période assez délicate, remplie de changements. Et je pense que ça peut être encore plus accentué quand on vit avec un handicap. Et puis, étant très réflexive, très dans l'introspection depuis le très jeune âge, j'ai mentionné à mes parents, à l'équipe qui me soutenait à l'époque, que j'avais envie de commencer des séances thérapeutiques avec un psychologue. Donc, c'était vraiment dans le but de parler, de réfléchir à ma vie un petit peu. C'était vraiment une envie qui avait déboulé comme ça. Et c'est vraiment avec ce suivi psychologique que j'ai eu avec une jeune doctorante. Donc, elle Mhm. était vraiment en période de stage que l'idée de continuer aussi dans ce domaine avait émergé parce que dès que je sortais de son bureau, donc après nos séances, j'avais vraiment ce sentiment de légitimité. Donc vraiment, j'avais l'impression que ce que je ressentais, peu importe ce que c'était, était légitime. Et je m'étais dit dans la tête d'une jeune enfant, jeune préadolescente de 13 ans, que si j'ai la chance de donner également ce sentiment à quelqu'un d'autre, je le ferais. Donc, c'est vraiment naturellement comme ça que je me suis tournée vers la psychologie. Ça s'est fait assez naturellement. Vraiment, cette compréhension de l'humain dans sa globalité. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri en psychologie. Moi, je vais rester dans le même sujet et je vois dans tes yeux que tu vas aller jusqu'à la troisième partie de tes études, c'est qui est le doctorat. Et je vois aussi dans tes yeux que quand on fait la psychologie, quand on rentre dans une université pour étudier la psychologie nous amène aussi dans un autre domaine qui est ce qu'on appelle la neuroscience. Et la neuroscience aussi, ça nous amène aussi à l'intelligence artificielle. Ça fait partie impliquante et intégrante dans l'intelligence artificielle. Et probablement l'intelligence artificielle pourra nous amener un jour à trouver une solution avec cette musculation et la remettre en ordre. Est-ce que tu crois à ce développement universitaire et scientifique qui pourrait t'amener un jour à marcher? Est-ce que tu as cette conviction dans ta tête? Mais c'est sûr que je suis une fervente croyante de tous les développements que la science apporte aujourd'hui et une preuve en soi que je n'ai pas mentionné plus tôt, mais la science s'est tellement développée, la médecine également, que depuis 2019, je subis un traitement à chaque 4 mois qui est un médicament qui permet vraiment à ce que la progression de la maladie s'arrête. Donc, c'est vraiment un miracle, une très grande avancée. Donc, c'est une preuve également que la science avance et qu'elle apporte ses bienfaits. Euh, je ne sais pas si je peux dire que je pense vraiment que je marcherai un jour. Mhm. Mais je ne suis pas fermée à cette idée, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai comme l'impression que je suis une personne qui ne veut pas vraiment se mettre une idée dans la tête et rester fixée avec elle. Donc, je veux vivre ma vie avec ma situation actuelle et ne pas me dire qu'un jour, ne pas attendre pour rien, quelque chose qui ne pourrait ne pas arriver. Donc, peut-être que je suis un petit peu trop réaliste, mais c'est ce que je pense. Je vais faire une petite comparaison. C'est une réponse extrêmement sage et prudente. Et, Mhm. et tu as toutes mes félicitations. Mais je fais une petite comparaison, même pour le public qui va nous voir et nous écouter. C'est que je vivais la même chose, moi, dans ma pensée au niveau de la paralysie cérébrale, parce qu'on sait très bien que Téléhandicap est dirigé et a été fondé par l'Association de paralysie cérébrale du Québec, mais on couvre tous les handicaps et maladies à travers le Québec et ailleurs.
Donc, la paralysie cérébrale, c'était la même chose depuis l'existence de la planète Terre. Les gens qui sont nés avec un handicap, que ce soit la paralysie cérébrale, qui n'était pas connu. Mais moi, je veux parler seulement depuis 75 ans, depuis l'existence de la paralysie cérébrale, l'association de paralysie cérébrale au Québec. J'avais jamais entendu parler qu'un jour, quelqu'un qui vit une motricité, une paralysie avec une motricité, va pouvoir marcher. Mais j'annonce publiquement aujourd'hui qu'on a réussi avec une sommité de Montréal à l'hôpital de Montréal pour enfants, avec Dr Jean-Pierre Farmer. Après une opération de 10 heures, on a des personnes, des sujets humains, on appelle ça des cobayes, qui ont marché. On a des personnes ayant la paralysie cérébrale, et tu as dû les rencontrer pas mal lors de tes matchs de boccia, des enfants entre 2 ans et 10 ans. On a le pouvoir, pas tous, tout dépend des statistiques et la démonstration au départ devant les physiatres. Ils ont marché avec leurs pieds après avoir vécu 10 ans ou 7 ans dans leur vie avec un handicap. Donc, il faudrait toujours garder espoir, et ça, c'est un message que je tenais à le faire passer pour les autres, là. Il y a toujours des possibilités avec l'avancement de la société et de la science, et moi j'en suis fier de ça, là. On va aller maintenant au sport. On va parler du sport. On va connaître maintenant l'autre côté de cette médaille d'une géante à son jeune âge, avec tous ses résultats. Donc, Fatima, maintenant, c'est sûr, on va rentrer dans cette vie active qui est le sport. Tu disais toi-même que les défis ne t'ont pas empêché de vivre des moments lumineux. Donc, tu fais partie de l'équipe espoir canadienne de boccia, le sport que tu as découvert à l'école, je pense, primaire, grâce à une psychothérapeute, si ma mémoire est bonne, qui a été dévouée pour toi. Mais que s'est-il passé pour devenir parmi les championnes? Et j'étais moi-même en face de toi le mois dernier au Centre Claude Robillard quand tu as décroché la médaille de bronze avec les applaudissements de la foule à l'occasion du 50e anniversaire d'ailleurs du défi sportif d'Altergo. Et j'étais fier, j'étais très ému, pas à peu près. Donc, peux-tu nous expliquer dans quel état psychologiquement était à ce moment-là et comment tu te trouvais quand tu as lancé la dernière et tu as été reçue comme championne pour la médaille de bronze? On t'écoute. On veut vivre ce moment avec toi. Oui, donc je voulais préciser que j'ai vraiment eu la chance de jouer contre un adversaire très talentueux qui est Carter Plum qui vient de l'Ontario. Donc ça n'a pas été un match facile, je dirais. Et puis ça s'est prouvé lorsqu'on est allé en prolongation tous les deux. Oui, Et oui, oui. puis, exactement. Donc, à ce moment-là, j'ai été un petit peu prise de stress, pour être honnête. Ah, C'est un petit peu l'adrénaline. Donc, honnêtement, j'ai fait ce que je devais faire. Donc, j'y suis vraiment allée avec réflexion, avec logique, avec finesse également. Et ça s'est prouvé avec la dernière balle que j'ai lancée hmm. qui m'a permis de remporter le match. Mais c'est ça, donc j'ai vraiment essayé de me concentrer sur la tâche. Je savais que les balles que je devais faire, j'y réfléchissais, j'ai gardé mon calme et puis les résultats sont apparus à la fin. Est-ce que c'est l'adrénaline qui t'a amené à être calme? Moi, je le voyais, ce calme-là. Mais à l'intérieur, est-ce qu'il y avait une tension qui t'a donné ce pouvoir de la lancer de cette manière, cette balle? À l'intérieur de toi-même, on ne voyait pas, mais je sentais un calme absolu. Je pense que oui, c'est vraiment cette montée d'adrénaline qui m'a vraiment permise de vraiment être incroyablement concentrée sur ce que je faisais. Donc, Waouh! j'ai vraiment mis de côté le public qui criait, qui assistait, et je me suis vraiment concentrée sur la tâche que je devais accomplir. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui m'a permis de bien faire ce que je devais faire. Voilà.
est-ce que le choix de vivre ou de choisir un sport, ce qu'on appelle le boccia, c'était grâce à la psychothérapeute qui a été proche de toi ou c'était le seul sport pour toi qui était prêt à le pratiquer avec aisance? On t'écoute. Oui, donc en fait, je suis rentrée dans le monde du boccia, comme vous l'avez mentionné, à l'école primaire. Donc, il faut savoir que je suis toujours allée dans des écoles régulières. Donc, pas spécialement pour les personnes en situation de handicap. Et puis, comme on peut l'imaginer, il y avait peu ou pas d'activités parascolaires adaptées à nos limitations motrices physiques. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec mon orthopédagogue de l'époque qui, elle, était consciente de nos limitations et puis elle-même avait un pied déjà dans le monde du boccia. Donc, c'est vraiment avec ce dévouement qu'elle nous a proposé de commencer à y jouer, à lui pratiquer. Et elle nous a vraiment accompagnés jusqu'à la fin de mon primaire, vraiment à toutes les compétitions. Elle nous a donné le matériel nécessaire pour jouer parce qu'il faut savoir que moi, je joue avec une rampe due à la sévérité de mon handicap. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai rencontré ce sport-là que j'ai toujours apprécié d'ailleurs parce que ça met en jeu des aspects que j'aime beaucoup comme la précision, la logique, la finesse également. Donc, voilà. Ça. C'était excellent, c'était excellent. C'était tout un moment inexplicable, mais vivable à la fois à l'intérieur de toi-même, de ta pensée, et surtout des personnes, les spectateurs qui étaient présents là et qui ont assisté à ça avec des applaudissements nourris de sourires et des émotions. C'était incroyable. Bon, on va rester un petit peu dans cette progression, mais dans un autre thème, parce que moi j'ai choisi trois thèmes dans ma tête. C'est au départ, le départ, la jeunesse, la famille, ainsi de suite, les écoles avec les cours à l'université, après le sport, mais maintenant on s'en va dans un autre domaine. Et ce que j'ai appris aussi, que tu es une militante engagée à faire progresser les droits des personnes en situation de handicap pour atteindre un objectif, un des objectifs les plus nobles dans notre société, que nous sommes tous nés égaux, et surtout pour garantir aux nouvelles générations une société inclusive dans sa diversité. Et c'est sûr, nous sommes tous nés égaux parce que c'est confirmé dans la Charte des Nations Unies. Et c'est tout à fait, nous sommes entièrement d'accord avec ça, là. Comment tu vois le développement de notre société pour les personnes handicapées pour les années à venir? Es-tu satisfaite? Qu'est-ce qui va se passer? On t'écoute. Moi, j'ai vraiment l'impression que plus les années avancent, plus j'arrive à vraiment voir cette ouverture de plus en plus grande à la différence. Donc, entre autres, à essayer d'inclure les personnes en situation de handicap. Et comme vous l'avez mentionné, je suis très engagée dans ce milieu. Et puis, un exemple que je pourrais vous donner, c'est j'ai collaboré dans un projet avec l'Université de Montréal qui Oui. offre des cours dans le cadre d'un atelier de maîtrise en architecture. Et puis, l'Université de Montréal est rentrée en contact avec moi pour que je puisse venir sensibiliser ces étudiants à cette réalité. Donc, vraiment, essayer de les sensibiliser à ce que les prochains bâtiments, les prochains immeubles, les prochaines infrastructures puissent avoir cette accessibilité universelle. Donc, je pense que venant vraiment des portes de l'université, on peut voir cette ouverture de plus en plus grande à rendre le monde un peu plus accessible à tous. Voilà. Mais pour rester un petit peu la suite à ce que tu viens de nous dire, est-ce Mhm. que tu vois vraiment que
personnes vivant avec un handicap, parce que moi je vois en toi une maladie qui est proche de ce qu'on appelle le handicap, au niveau des muscles et au niveau de ce que tu vis actuellement. Est-ce Mhm. que les personnes vivant avec un handicap reçoivent tout ce qu'il leur faut dans notre société actuelle, pas seulement des autorités? Pour le voisin, est-ce que le voisin, il vient voir son voisin handicapé pour lui poser la question, as-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, donc si on reste dans cette optique, non, je pense pas qu'on soit rendu là. On n'a pas encore toutes les choses qu'il nous faudrait pour pouvoir s'accomplir tout à fait en tant que personne, vraiment avoir notre plein potentiel. Donc, c'est certain que qu'on y travaille, mais en tant que société, il reste du travail à faire. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours vu qu'il y avait encore du travail à faire par rapport à ça. Et personnellement, avec mon côté académique, j'ai décidé d'entreprendre un projet de recherche l'année prochaine qui, qui conceptualise cette problématique parce que on peut constater qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap ont beaucoup de difficultés à avoir l'accompagnement nécessaire dans leurs activités au quotidien. Et puis, c'est vraiment un obstacle pour s'actualiser en tant que personne. Donc, c'est vraiment la société qui doit nous aider par rapport à ça. Et puis, pour vous donner un petit aperçu, je vais travailler avec cette question de recherche principalement. Et ça commence par comment est-ce que le ministère de la Santé procède-t-il à l'attribution des services d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et en quoi les limites institutionnelles de ce processus contribuent-elles à engendrer des inégalités sociales? Parce que lorsqu'on ne reçoit pas assez d'accompagnement, on ne peut pas se rendre à l'université, se rendre au travail, s'accomplir en tant que personne. Et moi, depuis le début, je mentionne que sans mes parents, je n'aurais pas pu me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai eu le soutien nécessaire. Mais il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas cette aide. Donc, c'est un enjeu que je suis consciente aujourd'hui qui plane au-dessus de nos têtes dans la société actuelle. Et ce que je vois avec cette belle réponse qui termine notre conversation, c'est que tu confirmes ce qu'il a dit Paul Valéry, mettons en commun tout ce que nous avons du meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Oui, 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 tout à C'est ça fait. ce que tu cherches à défendre là. Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est avec nos différences qu'on C'est construit un ça. monde meilleur. Exactement ça. En conclusion, Fatima, continue à voler dans ta pensée et dans tes actions. Probablement, la nouvelle spécificité de l'intelligence artificielle, ce que je disais tout à l'heure, aura le dernier mot. On ne le sait rien. Surtout pour renforcer tes muscles et te redonner le pouvoir de s'exprimer en marchant. Tu es, tu es un symbole vivant et inspirant pour la jeunesse. Continue encore à voler vers le haut. Nous serons à tes côtés pour de meilleurs lendemains et je te remercie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ce n'est que nos revoirs pour une nouvelle émission de Téléhandicap et je vous remercie.